Bien, bonjour. Je vais donc faire ma présentation en français. Pardonnez-moi de ne pas utiliser ta spasmen amo hellenica. Je préfère donc parler en français et je suis sûr que ce sera très bien traduit. Les slides sont en anglais, de manière à ce que ceux qui préfèrent suivre en anglais puissent suivre en anglais. Alors, je voudrais tout d'abord vous dire que la présentation que je vais faire converge énormément avec ce que les deux orateurs précédents ont dit. Je me retrouve très bien dans ce que Yannis Efasopoulos vient de vous présenter, en particulier l'accent qui a été mis sur la différence entre croissance et développement me paraît absolument central. Mais je me retrouve aussi dans ce qu'a dit le premier orateur des différentes mesures qui doivent être prises par un gouvernement de changement. Alors, dans la présentation que je vais aujourd'hui faire, je ne vais pas vous parler de la crise ou des causes de la crise, parce que ça prendrait énormément de temps. Je vais me situer par rapport à un nouveau modèle de développement, en essayant de voir quelles sont les composantes principales de ce nouveau modèle de développement. Alors pour moi, les composantes sont celles que vous trouvez sous vos yeux. Le premier élément, je développerai à chaque fois, le premier élément concerne la démocratie et les biens communs. Le deuxième élément concerne les activités productives, le redéveloppement des activités productives. Le troisième élément concerne la place de la finance au service du développement. Et le quatrième élément concerne le développement territorial endogène. Alors si nous commençons donc par les questions relatives à la démocratie, je pense qu'il ne faut pas du tout considérer que la question de la démocratie est uniquement ou serait uniquement une question qui concerne les affaires de la cité. Bien sûr, les affaires de la cité mettent en leur centre la démocratie, mais comme je vais vous l'indiquer dans quelques instants, la démocratie est aussi une question qui concerne la gestion des affaires économiques. La démocratie elle-même est très reliée, ceci me paraît un débat très important, avec la question des biens communs, et notamment les ressources naturelles, l'histoire, la culture et l'éducation. Comme je viens de vous l'indiquer, ce qui me paraît important ici, c'est de bien comprendre que les questions de démocratie doivent pénétrer le secteur productif, doivent pénétrer également les entreprises, l'industrie, l'agriculture et les services qui sont liés à l'industrie et à l'agriculture. Et les Grecs devraient considérer, comme les Français du reste et tous les Européens, que l'industrie et l'agriculture sont des biens communs. En effet, il faut dépasser, en quelque sorte, ce qui a été dit par le premier orateur, une conception de l'industrie ou de l'agriculture qui serait uniquement un bien privé ou un bien étatisé. Les entreprises elles-mêmes doivent poursuivre d'autres objectifs que les seuls objectifs de réalisation de profit, et elles doivent en particulier répondre aux besoins sociaux, même lorsqu'elles transforment ces besoins sociaux en marché. Et enfin, la bonne position, le bon débat me semble être le débat en termes de parties prenantes, stakeholders, et non pas en termes de shareholders, c'est-à-dire ceux qui détiennent uniquement le capital. Les entreprises ne devraient pas être considérées comme étant la propriété exclusive de ceux qui détiennent le capital de l'entreprise, et une distinction devrait être opérée entre entreprise et société. Mais ça, c'est un débat qui est un peu difficile, sur lequel on pourra revenir si vous le souhaitez. Merci. Alors si on arrive maintenant à la question des activités productives, la position que je défends, c'est qu'à moyen long terme, un pays ne peut tout simplement pas produire, ne peut pas tout simplement consommer, excusez-moi, davantage qu'il ne produit. Il est absolument indispensable qu'il y ait une forme d'équilibre entre la production et la consommation. Or, ce que l'on observe, c'est que depuis une trentaine d'années, les activités productives en Grèce ont stagné ou ont même reculé très fortement dans le domaine industriel, alors que la consommation a fortement progressé, évidemment, jusqu'en 2008. Donc vous avez un effet de ciseau entre des activités de consommation qui progressent fortement et des activités de production qui déclinent, surtout dans le domaine industriel. J'ai regardé de près les statistiques industrielles grecques, surtout en éliminant le secteur de l'énergie. Et ce qui apparaît très nettement, c'est que sur le long terme,
lorsque l'industrie grecque parvient à exporter pour 1 euro, eh bien, les importations se situent en longue période entre 3 et 4 euros. Ce déséquilibre est un déséquilibre extrêmement important qui s'est quelque peu réduit dans la période la plus récente, je vais en parler, mais c'est un déficit qui me paraît beaucoup plus significatif, beaucoup plus important que le déficit public dont on parle beaucoup. La question qui est donc posée, qui pour moi est une question centrale, c'est comment réduire le fossé entre la consommation et la production, comment réduire le fossé entre les exportations et les importations. Alors les réponses que donne le gouvernement actuel à cette question consistent en fait à écraser la consommation, à réduire les revenus, à réduire d'ailleurs aussi les investissements, et cette désactivation de l'économie, réduction de la consommation, réduction des investissements, eh bien, produit évidemment mécaniquement une réduction des importations. Et dans le même temps, et bien sûr, comme Yanis l'a dit, une tentative de la part de ce même gouvernement de soutenir les exportations, essentiellement en attirant des investisseurs étrangers à travers différentes formes de dumping dont Yanis a parlé. Alors, il est très clair que ce cheminement-là peut produire en effet une réduction du fossé entre la consommation et la production, peut en effet produire un rééquilibrage entre les exportations et la production, mais cette orientation-là, eh bien, conduit le pays, conduit la Grèce, évidemment, à un mauvais développement, en fait à un sous-développement. Donc, ce qu'un gouvernement de changement devrait faire, eh bien, c'est réorienter les activités productives pour que ces activités productives rencontrent les besoins sociaux de la population, dans les besoins fondamentaux qui sont extrêmement mal satisfaits, les besoins en termes d'alimentation, en termes de logement, en termes de santé, en termes d'habillement, en termes de mobilité. Je pourrais évidemment allonger la liste. Donc il faut énoncer très clairement que la priorité est la réponse à la demande intérieure et non pas les exportations. Ça, il faut énoncer cela comme étant quelque chose d'essentiel. Et ce principe-là doit guider toute perspective en termes de politique industrielle que je ne vais pas développer maintenant, mais que j'ai développé dans un livre qui paraîtra en grec en début de mois d'avril. Alors, en réalité, pour développer donc ces activités productives de manière à ce qu'elles rencontrent la demande intérieure, la principale dimension ne peut pas être la réduction des coûts. Ça, c'est une erreur tout à fait considérable, et je rejoins ce qui a été dit par le premier orateur concernant cette compétitivité coût et compétitivité prix, qui n'est évidemment pas la bonne compétitivité. Donc ici, de manière à développer ces activités productives, l'accent doit être mis sur toutes les formes, toutes les dimensions de l'innovation, de nouveaux produits, nouveaux process, nouvelles formes d'organisation entre entreprises et institutions de formation, ou encore institutions de recherche, ou encore élévation des standards de qualité. Mais l'essentiel, c'est bien que cette production rencontre la demande intérieure et les besoins. Dans cette perspective-là, eh bien, le travail ne doit pas être considéré comme étant un coût, mais doit être considéré comme étant un facteur créatif. Et c'est pour ça que je parle de compétences, expériences, capacités individuelles et collectives. C'est comme ça que le travail doit être considéré, et non pas comme étant un coût qu'il conviendrait de réduire absolument. Et plutôt que de chercher à améliorer systématiquement la productivité par des formes de néo-taylorisme, eh bien, l'essentiel, c'est de promouvoir l'éducation, la formation, les savoir-faire et le travail en équipe basé sur des complémentarités dans les équipes constituées. Comme ceci a été dit, il faut bien sûr soutenir les entreprises. Je pense qu'il faut soutenir les entreprises conventionnelles, les entreprises classiques, les entreprises standards, mais aussi, ceci a été dit, les entreprises de forme coopérative. S'agissant des entreprises standards, comme ceci a été dit, eh bien, il faut revoir tout le système fiscal grec. Il faut revoir aussi la façon dont le secteur bancaire vient en soutien de ces entreprises, améliorer les dispositifs de formation professionnelle
de manière à ce que ces entreprises puissent compter sur des travailleurs qualifiés, améliorer également tout le dispositif de soutien public et renforcer en particulier les réseaux locaux sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Il faudrait aussi développer les coopératives à travers, comme ceci a été dit, des instruments spécifiques concernant les coopératives, des financements spécifiques et une amélioration de la législation. Mais là, je ne peux pas développer pour des raisons de temps. Alors voilà, de manière schématique, ce que je pouvais dire concernant les activités productives. Je voudrais dire un mot concernant la finance, le secteur financier. Je pense que 4 principes doivent nous guider ici. Le premier principe, c'est évidemment le principe du moratoire, donc un moratoire plutôt que des mémorandums, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Et je pense qu'en particulier, la Grèce doit cesser immédiatement, avec un gouvernement de gauche, de payer les intérêts de la dette. Ça me paraît tout à fait essentiel. Et ceci est le résultat d'une décision souveraine. C'est la décision du peuple grec et de son gouvernement. Cette décision ne doit pas être attendue de la part d'institutions internationales. C'est une décision absolument souveraine qui doit être prise. Un deuxième principe concerne la dette elle-même. Eh bien, cette dette elle-même doit être réduite de manière considérable dans sa valeur nominale. Troisième élément, comme ceci a été dit aussi, une meilleure utilisation des fonds européens. On pourra en parler si vous le souhaitez dans le débat, qui sont très mal utilisés, en particulier les fonds concernant la Banque européenne d'investissement. Et enfin, comme je l'ai indiqué très succinctement, une réorganisation claire du secteur bancaire de manière à ce que celui-ci soutienne l'investissement et la consommation et non pas les activités de spéculation. Pour aller vers la fin de ma présentation, je pense qu'il faut mettre l'accent, en effet, sur les questions de développement territorial endogène, stopper en effet toutes les politiques qui sont des politiques qui expriment d'une manière ou d'une autre les formes de dumping dont Yanis a parlé, et en particulier les zones spéciales, qui sont des zones qui ignorent la législation du travail et la législation de l'environnement. Ce n'est pas ce type de développement local dont la Grèce a besoin. La Grèce a besoin d'un développement non pas local, mais territorial. Je ne sais pas trop comment ceci va être traduit en grec, donc territorial et non pas local. Et ce développement territorial est basé, de mon point de vue, sur 3 dimensions complémentaires de la proximité. Ces 3 dimensions complémentaires de la proximité, quelles sont-elles? La première dimension évidente du développement territorial, la première dimension évidente de la proximité, c'est la proximité physique. Et bien sûr, les acteurs doivent être le plus proche possible dans l'espace, mais ceci ne suffit pas pour développer un territoire. Il ne suffit pas que des acteurs soient dans un même espace, il ne suffit pas qu'ils soient concentrés dans le même espace pour que nous ayons un territoire. Pour que nous ayons un territoire, il faut également que ces mêmes acteurs aient une autre proximité. Cette proximité est la complémentarité de leurs ressources, la complémentarité de leurs compétences. Lorsque 2 acteurs ou plusieurs acteurs détiennent des compétences, des savoir-faire complémentaires, alors ils peuvent s'organiser sur une base territoriale. Mais lorsque nous avons une proximité physique ou spatiale, ou encore une proximité en termes de compétences, de savoir-faire, ceci peut ne pas suffire. Il faut sans doute une 3e dimension de la proximité, qui est une proximité de type culturel, un sentiment d'appartenance, des valeurs partagées, en quelque sorte. Et ce n'est que lorsque vous avez ces 3 dimensions de la proximité, spatiale, complémentarité de compétences et proximité culturelle, que vous pouvez en effet avoir une dynamique de développement endogène. Et cette dynamique de développement endogène permet de mieux protéger les ressources naturelles et de développer des relations plus courtes entre les producteurs et les utilisateurs. Pour terminer, donc, cette présentation est restée à peu près dans les temps. Ce que je voudrais donc dire, c'est qu'un nouveau modèle de développement, et non pas en effet des mesures pour soutenir artificiellement la croissance, donc un nouveau modèle de développement, de mon point de vue, doit combiner au moins 5 éléments. La démocratie, dont nous avons un peu parlé,
Une autre façon de penser les activités productives de manière à ce que ces activités productives rencontrent les besoins sociaux et la demande interne. Une autre façon de penser le travail, et j'ai repris les termes grecs erasia plutôt que doulia, je pense que les Grecs comprendront bien ce que je veux dire, le développement territorial endogène dont je viens de parler, et enfin la protection de la nature, et je préfère le terme de nature au terme d'environnement. Je vous remercie.